avez envie de découvrir un livre sur la parentalité positive. Il y en a beaucoup et vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien dans cette vidéo, je vais vous lire un extrait de livre et vous pourrez vous en faire votre propre avis et savoir si celui-ci vous intéresse. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces, des recettes et encore plein d'autres choses pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de livre. Je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire partager un extrait de livre parce que c'est souvent que je vois sur les forums des personnes qui proposent des livres sur la parentalité positive. Seulement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et on ne peut pas acheter 50 000 livres, c'est pas possible. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous lire des extraits de mes livres sur la parentalité préférés. Comme ça, vous saurez ce qu'il y a à l'intérieur et vous saurez si vous intéresse vraiment. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre d'Isabelle Filiosa, Il me cherche. Comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant de 6 à 11 ans. D'ailleurs, je vous mets le lien du livre en barre de description. Alors, il en existe plusieurs. Je sais qu'il y a plusieurs couvertures, mais à chaque fois, vous retrouverez le même titre. Mais il en existe avec plusieurs couvertures. Alors, moi, ce livre, je l'ai adoré. C'est l'un des seuls livres où il y a la description du cerveau de l'enfant plus âgé, puisque comme vous le savez peut-être, j'ai commencé la parentalité positive avec mon grand qui avait 7 ans. Du coup, c'était compliqué de trouver des astuces, des conseils par rapport à son âge. Allez, je vous lis un petit extrait. Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, je vous laisse avec la suite. Je voulais allumer Petit Canard, mais il n'y a plus de batterie. Donc déjà, il y a toute une partie sur des situations, comme elle fait sa crise, il est agressif, etc. Ensuite, il y a une partie sur accueillir leurs émotions, il pleure, elle est furieuse, etc. Et après, c'est réparti par âge. Nous avons de 6 à 7 ans, de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et puis deux derniers chapitres, un qui parle de ce que nous ressentons parents, ce qui se passe en nous, et le dernier chapitre qui reprend des informations supplémentaires, par exemple sur l'alimentation, sur l'activité physique, et c'est super intéressant. J'apprécie beaucoup comment est fait le livre, parce que déjà il y a des illustrations. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres avec des illustrations pour les adultes. Moi j'apprécie beaucoup quand il y a une petite image, je trouve que c'est un peu plus ludique. Donc je vais vous montrer. Hop. Je ne sais pas du tout si j'arrive à montrer correctement, alors je verrai au montage. Mais en gros, on a les petites illustrations qui illustrent les situations, justement. Le petit texte informatif sur ce que ressent l'enfant, sur ce qui se passe par exemple dans son cerveau. Et ensuite, le petit encadré bleu qui reprend les éléments et ce qu'il faudrait plutôt faire avec l'enfant à la place. Alors, je vais vous lire la page Va dans ta chambre. Le retrait d'amour est souvent utilisé pour obtenir obéissance. C'est efficace sur le court terme, mais à quel prix? Les anglo-saxons parlent de time out. Comme dans le sport, les Français envoient les enfants au coin. L'idée est de mettre l'enfant en isolement pour qu'il puisse réfléchir, ce qu'il fait rarement avant 13 ou 14 ans. À quoi pense donc un enfant isolé dans sa chambre? Alors ensuite, on a un petit encadré ici. Je vais vous lire. Je me sens encore plus seule et démunie. Je suis mauvaise, papa ne m'aime pas, c'est pas juste. De toute façon, je vais me venger. Quand un enfant se comporte mal, nous avons tendance à nous éloigner d'elle. L'idée de nous rapprocher pour lui faire un câlin ou de lui donner de l'attention nous choque, presque, car il nous semblerait récompenser son comportement négatif. Nous, parents, pensons souvent devoir conserver une attitude sévère et froide pour qu'elle comprenne qu'elle a mal agi. Mais l'amour n'est pas une récompense, c'est un carburant. Cela ne nous viendrait pas à l'idée avec une plante qui ne pousse pas correctement ou avec notre voiture. Si cette dernière est en panne, nous ne la culpabilisons pas, nous remplissons son réservoir. Là, on a une petite illustration d'une voiture où la personne qui est à l'intérieur dit « Tu me conduis jusqu'à Paris et si tu roules bien, je te remets de l'essence. » Et ensuite, on a le petit encadré bleu. Un problème, première urgence, restaurer le contact et éviter le rapport de force. Pourquoi pas un time-in, un temps partagé? Faire un gâteau, jouer, aller courir ensemble dehors. Le coin pourrait se révéler une chouette idée finalement, à condition que ce soit un coin qui permette réellement de trouver les ressources pour un meilleur comportement. Ce coin sera donc un lieu accueillant, confortable et chaleureux
pour que le cerveau se sente suffisamment en sécurité et permette aux zones exécutives frontales de s'activer. Mon objectif n'est pas que l'enfant paye, mais qu'il change de comportement. Voilà, donc ça c'était par exemple la page sur Va dans ta chambre. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, c'est qu'on a des informations sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Et aussi, parfois, avec l'alimentation. Eh bien, ce chapitre, ça rejoint justement ce que je parlais dans ma vidéo du time out. Je vous la mets juste là, où j'expliquais qu'il est intéressant de préparer un coin calme, un coin de retour au calme, confortable, qui permet à l'enfant de retourner à son calme avant de pouvoir discuter. C'est un peu le même principe du coup qu'elle explique dans le livre. Oups, là, reste là. 7 ans, l'âge de la raison. Alors oui, ce que j'aime bien aussi, c'est que donc, on a le chapitre et avant que commencent les situations, il y a un petit texte qui résume le cerveau de l'enfant à cet âge, l'évolution. Alors là aussi, j'ai appris quelque chose et j'ai reconnu mon fils là-dedans. C'est sur la situation, elle ne supporte pas les étiquettes. Ce n'est pas une comédie. L'étiquette la démange vraiment beaucoup. Il s'agit d'un dysfonctionnement de l'intégration sensorielle. Ces enfants ne supportent pas les coutures, certaines textures de vêtements. Elles se mettent nues dès que possible, se montrent très exigeantes sur les positions exactes de leurs chaussettes. Leur cerveau interprète la stimulation comme étant une agression. Petit encadré bleu, je peux aider à la maturation de l'intégration sensorielle par des massages, en roulant une balle de tennis sur son dos. Une pression assez importante est souvent mieux supportée que les balayages trop doux. Peu à peu, j'allège la pression, jusqu'à habituer l'enfant à tolérer, voire apprécier l'effleurement d'une plume sur son corps. Le sucre blanc ou les colorants alimentaires semblent exacerber l'hypersensitivité sensorielle. J'aide mon enfant à réduire sa consommation. Voilà, et ben moi je me suis rendu compte que mon fils, constamment, dès qu'il rentre de l'école, en fait, il retire tout, il finit en slip. Tout le temps, il est en slip. Il ne supporte pas les vêtements. Donc, en lisant ça, je me suis dit, c'est peut-être ça finalement. Je vais essayer, je pense, du coup, de lui faire des petits massages, des effleurements comme ça, jusqu'à ce qu'il supporte. Elle jette ses affaires n'importe où. C'est quoi encore ce sac dans le salon? Tu m'accuses tout le temps. Tu me reproches toujours quelque chose. 2 heures plus tard, le sac est toujours dans le salon. Accusation et recherche de coupable gaspillent notre énergie. Nous avons vu que les ordres ne sont pas plus efficaces. Alors, d'écrire simplement ce que nous voyons nous évite de prendre un ton coléreux. Ne mobilise donc ni notre propre amygdale, ni celle de l'enfant, et guide son attention vers le problème. L'enfant, du coup, puisque rien ne lui est demandé et qu'aucune solution ne lui est proposée, réfléchit automatiquement par lui-même à la situation et prend naturellement une décision appropriée. Et là, on voit la maman qui dit « Je vois un sac devant le canapé ». Là, c'est marqué 11 ans, mais ça, je l'utilise souvent avec mon fils et ça marche très bien. Quand je vois quelque chose qui n'est pas rangé, je fais « Je vois quelque chose là ». Et du coup, il fait « Ah oui !» et il va le ranger. Donc ça, effectivement, je le fais déjà et ça fonctionne très bien. Et pas que à 11 ans, même avant. Ensuite, il y a le chapitre « Que se passe-t-il en nous, parents ?» Elle me cherche. Arrête ça tout de suite ou je m'énerve. Mais qu'est-ce que tu as donc dans la tête? Tu cherches les ennuis? Tu vas voir, si tu continues, ça va tomber. Alors là, après cette phrase, ce que pense la petite fille dans la tête, quand tu me dis que je te cherche, maman, c'est comme si je faisais exprès de t'énerver. Comme c'est pas vrai, ça me fait peur. Quand j'ai peur comme ça, mon cerveau me fait refaire les mêmes gestes. Lentement, je ne sais pas comment faire autrement. Perdre le contrôle de soi face au comportement d'un enfant, c'est comme lui confier la télécommande de nos réactions. L'enfant insécurisé par ce pouvoir qu'il ne cherche pas a tendance à réitérer ce qui lui fait peur. Non, malgré les apparences, ce n'est pas de la provocation. C'est ainsi que le cerveau tente de retrouver de la sécurité. Ce qui fait peur doit être répété jusqu'à ce que cela puisse être maîtrisé. Le comportement qui a mené à maman à exploser doit être répété parce que l'enfant ne peut se permettre de faire exploser ainsi sa mère. Le cerveau doit identifier ce qui s'est passé. Il conduit la répétition jusqu'à ce que tout explose. Voilà. Et encore une fois, ça parle du cerveau de l'enfant, comment ça se passe dans le cerveau de l'enfant. C'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est pas juste des conseils où on nous dit
il faut faire ci, il faut faire comme ça. On nous dit il faut le faire comme ça parce que dans le cerveau, l'enfant, il se passe ça. Et ensuite, dans la dernière partie, la conclusion, et bien là, je vais vous lire le petit passage sur la nourriture. Enfin, un paragraphe sur la nourriture. Donc là, nous avons l'incidence de l'alimentation sur l'hyperactivité et le déficit d'attention. Les études scientifiques se multiplient et les résultats sont sans appel. Les produits incriminés sont le sucre, le gluten, le lait et certains colorants alimentaires et les phosphates. Donc là justement, je vais vous lire le petit paragraphe sur les phosphates. 83% des garçons et 87% des filles hyperactifs sont améliorés par une diète sans phosphate. On trouve ces derniers dans de nombreux produits industriels sous les termes levure chimique, lécithine de soja, di-, et polyphosphate. Et ensuite, nous avons des paragraphes sur les colorants alimentaires, le sel, le lait, le gluten, les aspartames et les glutamates. Il y a aussi une petite partie très intéressante sur les enfants face au TDAH, très intéressant, et une partie intéressante aussi sur l'exercice physique. Allez, je vous lis un dernier extrait. Tous les exercices physiques aident le cerveau. Courir, sauter, s'asseoir et se lever. Nous sommes faits pour bouger. Rester assis pendant de longues durées n'est pas physiologique et induit le stress. Tous les sports impliquent des mouvements croisés gauche et droite. Course, gymnastique, arts martiaux mobilisent les deux hémisphères cérébraux et permettent leur intégration. Une vingtaine de mouvements de brain gym, je ne sais pas si vous connaissez la brain gym, c'est la gym du cerveau, le matin et l'enfant part à l'école avec un cerveau en pleine forme. Vous trouverez facilement des vidéos d'exercices sur internet. L'exercice le plus connu est le cross crawl. Donc c'est celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Alterner genou gauche, coude droit, coude gauche. Un autre exercice excellent pour les enfants atteints de dyslexie, de TOC ou de TDAH. Mains sur les hanches, tête en position neutre et yeux fermés. Monter et descendre 3 marches d'escalier. 3 fois par jour. Pas plus de 3 marches au début. Une fois que le mouvement est parfaitement acquis, on monte à 5 marches puis à 7. Le faire ensuite en arrière avec la même progression. Voilà. Et donc il y a encore d'autres exemples de petits exercices sympathiques. Et puis à la fin, on retrouve des propositions d'autres des propositions d'autres livres pour approfondir nos petites recherches et des sources qu'elle a utilisées pour créer ce livre. Voilà. Franchement, je vous conseille fortement ce livre qui est déjà très agréable à lire. J'ai mis quelques jours à le lire, il se lit tout seul avec des petites images, des petites explications. Ça franchement, c'est très agréable et très informatif. J'ai appris énormément de choses avec ce bouquin. Eh bien, j'espère que cette lecture vous aura plu, que ça pourra vous aider si vous avez envie d'acheter ce livre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.